Bonjour à tous. Si je vous dis colocation, vous imaginez la vie un peu bohème, d'étudiants dans un même appartement, les soirées à refaire le monde et les invitations sans chichi. Mais partager son logement aujourd'hui n'est plus réservé aux jeunes. Ici ou là, des actifs, des seniors, des parents isolés se regroupent sous un même toit. Certains vont même jusqu'à acheter une grande maison, un petit immeuble, un hameau pour se construire une vie en commun. Qu'est-ce qui les motive? La crise du logement, un besoin grandissant de vivre ensemble dans une société qu'on dit de plus en plus individualiste. Pour nous aider à décrypter ce phénomène, je vous présente Alexandre Sokolovic qui vit avec sa femme et ses 3 enfants dans un village écolo et solidaire où plusieurs familles se répartissent les responsabilités. C'est près de Dijon. Expliquez-nous en 2 mots en quoi ça consiste. C'est un grand corps de ferme. On habite où il y a 3 appartements. On habite chacun un appartement. On a un gîte rural. On accueille des associations militantes ou chrétiennes à prix libre. Et on a aussi un lieu d'accueil pour les pèlerins de passage, pour les gens de passage. Voilà. Donc c'est chacun chez soi, mais avec un projet commun. C'est ça. Chacun a vraiment son appartement, est locataire de son appartement. Ouais. Et ensemble, on a construit, on a pris du temps pour construire un projet vraiment commun, une charte, des règles de vie, enfin tout un fonctionnement. On va voir tout ça. Je vous propose de rejoindre Elisabeth Parmentier. Elle est théologienne, elle enseigne à la faculté protestante de Strasbourg et partagera avec nous ses convictions. Et comme Kairos est une émission écuménique préparée par le Jour du Seigneur et Présence protestante, c'est un théologien catholique que nous recevrons la prochaine fois. Bonjour Elisabeth. Alors je pense qu'il faut peut-être commencer par faire une distinction entre la communauté et la colocation. Oui, parce qu'il me semble que colocation, ça peut être aussi tout simplement on habite ensemble mais sans trop d'engagement l'un envers l'autre. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est plus qu'une colocation, il y a un projet commun. Et puis la communauté, moi je mettrais encore un engagement supplémentaire, c'est-à-dire on partage vraiment quelque chose aussi de la vie en commun où on abandonne quelque chose de son autonomie pour partager des ressources ou autre chose. Alors les communautés chrétiennes, déjà dans l'Antiquité, partageaient aussi des ressources et du temps, et puis tout le témoignage en fait. Alors là on a parlé du phénomène immobilier, est-ce qu'il y a le même phénomène dans les communautés chrétiennes ? C'est-à-dire quelque chose d'analogue à ce que Alexandre a décrit tout à l'heure pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des familles, des prêtres ou des célibataires qui vivent ensemble, différentes nouvelles formes de communautés chrétiennes. Alors ça, c'est aussi un phénomène un peu étrange et nouveau. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe à la ferme de La Chaux. Oui, alors nous on se dit pas communauté, on s'appelle collectif. On se dit collectif parce qu'on mutualise certaines choses, mais on a vraiment notre économie personnelle, notre lieu de vie personnel. Voilà, on a vraiment notre appartement. Et voilà, et du coup on mutualise seulement certaines choses, principalement l'énergie, la culture de la terre, l'accueil, voilà, plusieurs choses. L'initiative c'était vraiment on se soutient pour pouvoir être ouvert et accueillir les gens de passage. Et vous avez fait un tour de France pour voir à peu près quel modèle de village ou de vie vous aviez envie de mettre en place? C'est ça. En fait, j'ai passé 3 ans à vivre en camion puis en bus et du coup, je suis allé dans des squats, dans des communautés, dans des collectifs de religieux, politiques de tout horizon. Alors c'est peut-être ce qui explique la définition de votre t-shirt, moine punk. Il faut moine en dire punk, plus là-dessus. Voilà. En fait, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle CHAP, qui veut dire Tribu chrétienne, hérétique, altermondialiste, autogérée de prière. C'est un peu un nom rallonge. Et en fait, il y a vraiment le rencontre du monde alternatif et la rencontre du monde spirituel, enfin chrétien, qui se rencontrent. Et du coup, punk et moine, c'est un peu aussi cette image-là de 2 mondes qui finalement se rencontrent si peu. À la ferme de La Chaux, comment ça se passe? Je suppose qu'il y a une charte et une règle? Alors tout à fait. Moi je suis arrivé il y a 3 ans et j'ai attendu que les autres familles arrivent. Donc j'ai recherché d'autres personnes pour construire et on a vraiment pris du temps ensuite pour construire une charte de qu'est-ce qu'on voulait vraiment ensemble, quelles étaient vraiment notre vision, nos valeurs. Et on a mis bien 4 mois à travailler, à faire des petits exercices, tout ça, pour créer vraiment une charte commune. C'est quoi, à votre sens, la règle d'or pour cohabiter?
Mais je pense que c'est très bien illustré par ce qu'il a dit, c'est-à-dire il faut déjà avoir un projet commun qui dépasse un peu les individualités, qui leur permet de se réunir. Et puis il faut connaître aussi ses faiblesses et son propre caractère. Et je pense aussi que quelque chose de très difficile est nécessaire, c'est-à-dire dépasser son ego et aussi ne pas vouloir occuper tout l'espace, mais savoir un peu retenir finalement sa propre influence pour pouvoir laisser les autres s'exprimer. C'est pas simple, je trouve. J'ai l'impression que c'est un collectif, mais il y a quand même un peu un chef. Vous n'êtes pas un peu le chef, si? Je suis l'initiateur. En fait, on s'est vraiment réparti les rôles. Du coup, on a vraiment mis une règle, parce que plus on écrit, plus on pose des choses, moins ça repose sur une personne et décision. On se partage des responsabilités, on fait des responsabilités tournantes. On essaye vraiment que chacun soit vraiment participatif. Alors, je vous propose des jeunes, un exemple. Vous allez les voir. Ils se sont rencontrés parce qu'ils cherchaient un logement étudiant. Ils ont trouvé une colocation à dimension spirituelle. Ils vivent à Toulouse dans une géricoloc et Vanessa Rouet les a rencontrés. Ils ont entre 20 et 22 ans et depuis la rentrée partagent une colocation entre chrétiens proposée par la pastorale étudiante de Toulouse. Bon bah à table, hein. Le pari d'un vivre ensemble basé sur 3 impératifs. Une prière ensemble une fois par semaine, un repas de colloque ensemble une fois par semaine. Donc nous on s'engage vraiment à faire ce repas de colloque tous ensemble. Et ensuite un service de colloque. Donc en gros, nous, ce qu'on a choisi, parce que François joue du piano, il chante bien, etc. Donc, du coup, on s'est engagé à animer la messe de temps en temps. C'est censé être quand le prochain service paroisse? Des projets communs qui unissent et apportent une vraie différence. C'est de poser la notion d'engagement. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va pas dire qu'on a une vie derrière nous, mais c'est vrai que les jeunes, on a de plus en plus de mal à s'engager. Et de poser ça aide à mieux le vivre, je pense. Le fait de vivre à plusieurs, de construire un tout petit projet, un service à plusieurs, plus tard dans une entreprise, on sera forcément pas tout seul, donc je pense que ça peut nous aider. Comme d'appartenir à un même groupe autour d'une même foi. Je pense que c'est plus simple quand on a quelque chose en commun de se dire les choses, mais après... Ça dépend des caractères. Je pense qu'on se dit les trucs avec simplicité, ça c'est hyper important dans cette coloc, quoi. Quand il y a un truc qui va pas, on le dit, on fait pas des chichis. On fonde une amitié un peu plus profonde qu'une coloc où les gens se croiseraient sans jamais profiter du moment où ils sont ensemble. Et le fait qu'on soit qu'on ait tous la même foi et qu'on prie ensemble, qu'on prenne ces repas ensemble, c'est vrai que ça soude et ça crée une amitié assez particulière. Une vie fraternelle avec un loyer avantageux. Ici, 240 € par personne. C'est la vocation de ces géricolocs fondés par le père Simon. Invités ce soir à leur prière commune. Bien sûr, il y a la précarité, etc., le fait que ça coûte moins cher, mais il y a aussi, moi je vois, l'étudiant, une grande solitude et parfois une espèce d'individualisme, quoi. Que ton amour sans fin nous garde. Le fait de vivre ensemble, d'avoir à s'accueillir les uns les autres, ça répond à ça, quoi, à ce désir d'une vie fraternelle. Il y a un objectif de rayonnement derrière et que les gens se disent, oui, lui il a l'air heureux, il vit en colocation avec d'autres jeunes et moi j'ai aussi envie de vivre ça. Elisabeth, on a quand même le sentiment, au début, on invoque des raisons plutôt individualistes, pour à la fin se tourner vers l'autre. Oui, c'est assez frappant dans le reportage, c'est qu'elle dit on pensait que ça nous servirait pour notre curriculum futur et comme expérience. Et puis il parle à un autre moment d'engagement. Et finalement, à la fin du reportage, on voit qu'ils bénéficient de quelque chose qu'ils veulent mettre au service des autres. Et je trouve que c'est une belle progression finalement dans leur propre expérience. Là, on parle beaucoup de remède à la solitude, de solutions économiques. Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas d'avoir un projet en commun ? Non, je pense que c'est bien déjà que ça réponde à des vrais besoins, particulièrement là auprès des jeunes qui sont particulièrement touchés par le chômage, de pouvoir au moins quitter le noyau familial et qui sont aussi touchés par l'anonymat des grandes villes quand on est étudiant. Et ensuite construire un projet, ça vient après quand les besoins
sont répondues et de créer une vraie dynamique collective. Ça, c'est un plus, mais c'est bien après. C'est une richesse qui vient après. Comment vous vous êtes choisi? C'est facile de choisir ses co-habitants? En fait, j'ai demandé à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accepté de vivre une aventure collective. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes, on va dire. Donc déjà, ça demande ça demande, je pense quand même qu'il y a un feeling, qu'il y a des valeurs, qu'on parle dans le même langage. Moi, je pense le fait qu'on soit tous les trois familles avoir une spiritualité chrétienne, je pense, ça donne un langage commun. Ça nous aide. Un peu comme ce qu'on vient de voir. Elisabeth, c'est pas ça le défi? C'est de rencontrer ceux avec qui on va pouvoir vivre tous les jours? Oui, absolument, parce que ce n'est pas du tout évident. Alors moi, je pensais en vous écoutant au sens de la communauté chrétienne, parce que finalement, pour nous, communauté, c'est surtout des affinités. On se dit, il faut s'entendre. Mais au fond, bibliquement, si on retourne au temps biblique, la communauté chrétienne qu'est l'Église, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas les affinités. C'est au fond l'appel du Christ. Et Ecclésia, l'Église, ce sont les appelés. Et appelés en dehors d'eux-mêmes, de leurs individualités, pour former une même communauté. C'est pas comme une communauté de travail ou une communauté d'intérêt qui ne repose finalement que sur ce qu'on a envie de partager. Mais là, on se repose sur les dons du Christ et sur cet appel du Christ, qui est encore moins évident, je trouve, que les affinités. Alors quand, comme vous, on peut être bien ensemble parce qu'on s'entend et qu'en plus on entre dans une spiritualité chrétienne, je pense que ça donne une force quand même. Hein. Vous pensez que ces jeunes, après cette expérience-là, d'abord vous pensez que c'est une sorte de prolongement de l'adolescence où ça va leur permettre de devenir adultes et solidaires? Non, je pense que c'est un vrai apprentissage de choses qu'on n'apprend pas à l'école, le rapport à l'autre, la coopération, de vraiment savoir communiquer, connaître ses besoins, savoir dire oui, savoir dire non, son espace. Et tout ça, c'est les b.a.-ba qui font qu'après, ça va leur servir toute la vie à communiquer dans n'importe quel environnement professionnel, familial. J'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a des pièges, à éviter? Je pense qu'un des pièges, c'est d'avoir beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'on a des fois, on peut avoir une attente de dire ici on va m'accepter comme je suis, on va m'aimer, et d'avoir un peu une utopie de la vie collective et de se retrouver face à un mur parce que les gens en face, c'est les mêmes que partout. Et voilà. Donc du coup, il y a un peu peut-être ce côté-là qui est peut-être un piège. Et voilà. Et du coup, il y a toute une dynamique de groupe avec des crises, avec des temps, qui fait qu'on est loin de ça, quoi. C'est ça le risque, si on n'est pas déjà au point avec soi-même, c'est de se perdre dans le groupe? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pensais, en vous écoutant, à ce risque aussi que, comme on imagine le monde de l'extérieur un peu angoissant et un peu difficile, comme vous l'avez dit, il y a un besoin aussi de se retrouver en communauté, parfois pour se donner des forces. On peut s'isoler et rester dans son cocon et se dire, mais nous, on est bien et face au monde qui nous environne. Et l'autre difficulté que je vois aussi, c'est côté chrétien, hein, c'est pas du tout en lien avec ce que vous avez dit, mais ça a été dans l'histoire chrétienne les groupes qui ont considéré qu'ils étaient les meilleurs, que leur voix était supérieure aux autres, et que parce qu'ils sont une communauté spirituelle qui partage tout, ils ont une voix plus idéale que les simples chrétiens qui vivent pour eux. Donc là, je pense que ça, c'est un écueil, une sorte d'orgueil aussi à éviter côté chrétien. Alors je vous propose de découvrir un autre exemple de colocation laïque. Cette fois-ci, cela se passe à Nantes et les 3 jeunes étudiants qui partagent le même appartement ont bâti un projet en commun qui est tourné vers les autres. Et c'est toujours Vanessa Rouet qui les a rencontrés. Un quartier populaire, celui de Bellevue à Nantes. Une colocation peu ordinaire, celle d'Ornella, Cyril et Maëva. 3 profils que tout sépare. On va manger la galette peut-être ? Réunis pour une année universitaire. Qui veut avoir l'honneur de couper? Cyril, tu coupes? Cyril finit son école d'architecture, Maëva étudie l'économie, Ornella travaille dans un collectif d'artistes. Et ils ne partagent pas qu'un appartement. J'ai trouvé ça intéressant et d'allier et le logement et en plus de pouvoir se professionnaliser dans un projet. Un projet social en commun, monté après 3 mois d'immersion dans leur quartier. Je me suis dit pourquoi pas la vie associative, c'est un milieu que je connais pas du tout et je me suis dit autant se lancer. En plus c'est monter un projet pendant 1 an et si tout ce que j'ai pu apprendre pendant 5 ans ça peut servir
pour quelque chose de concret, ben, je dis ben, pourquoi pas, quoi. C'est pas toujours évident parce qu'on se connaissait pas à la base et qu'on a dû apprendre à se connaître. Mais au final, ça se passe plutôt bien, même si on n'a pas non plus tout le temps des emplois du temps qui sont les mêmes. Donc c'est difficile aussi des fois de se croiser. C'est vrai que sur un projet, ça se trouve, on se verrait encore moins, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Hein. On est solidaires, mais on est autonome aussi, quoi. Leur challenge, construire ce vélo-café itinérant, avec l'envie de provoquer le lien social autour d'eux. Il y a des exigences au niveau de la hauteur, c'est ce que je vous avais dit. D'accord. Le vélo, c'est trop bas pour faire un bar ou quoi que ce soit. Ah oui. Notre idée, nous, c'était de créer un petit point de convivialité, dans le quartier surtout. Surtout qu'il n'y en a pas. Surtout qu'il n'y en a pas forcément. Un pari ambitieux qu'il faut concilier avec sa vie d'étudiant. Faut pas que mon travail influe trop sur la coloc et sur le projet. C'est plus ça en fait qui est difficile pour moi. Non, ça c'est un apprentissage. Ça c'est un apprentissage. Et moi je connaissais vraiment rien de la vie de quartier, je connaissais vraiment rien des gens qui vivaient. Moi je trouve que c'est bien, moi ça m'ouvre pas mal de perspectives sur ce qu'on peut y faire, sur ce que j'ai envie d'y faire moi aussi, ce que les gens veulent aussi. Il faut un peu d'énergie quand même pour ce projet, mais même beaucoup. Mais oui, pour moi c'est tout bénéfice, hein, c'est sûr. Hein. Tout bénéfice, c'est aussi l'objectif de l'association étudiante à l'origine de cette initiative. Dans le projet de colocation, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir répondre déjà à la question du logement étudiant, qui est une problématique, la question du lien social dans un quartier, mais également de la mixité sociale en se faisant rencontrer des publics qui sont moins amenés à se rencontrer en général. Sur 40 candidats, Maëva, Cyril et Ornella font partie des 9 premiers jeunes choisis pour tenter une colocation solidaire à Nantes. Là, on voit que c'est quand même assez difficile d'harmoniser les désirs et la vie de chacun. Qu'est-ce qu'il faut? Une charte de bonne conduite, une règle? Oui, je pense qu'il faut vraiment que chacun apprenne à exprimer ses limites, apprenne à exprimer ses besoins, ses envies. Je pense que c'est bien de prendre un temps pour vraiment partager de tout et surtout des sujets qui peuvent fâcher, comme l'argent, comme le frigidaire vide. Le frigidaire vide. On dit réfrigérateur, pardon. Voilà, réfrigérateur. Voilà, toutes ces questions pratiques, toutes ces questions de comment ça se passe, si ça se passe mal, s'il y a quelqu'un qui ne va pas, comment ça se fait, comment ça se passe pour qu'il parte. Comme voilà, tout ça, il faut vraiment que toutes ces choses soient mises à plat. Parce que si c'est pas mis à plat, on peut chacun rester dans sa tête, dans ses fantasmes de la vie collective, et ce serait dommage. Là, on sent vraiment que c'est un projet solidaire qui les unit. Oui, je pense que c'est ça aussi qui est décisif. C'est pas juste pragmatique pour eux, mais ils ont quelque chose en vue pour d'autres. Et ça, c'est aussi une question. On voit bien chez vous aussi qu'il y a un sens. C'est pas uniquement, on va partager ce morceau de vie maintenant. Mais il y a un but quelque part. Et je pense aussi que la règle, elle a un sens spirituel. Elle n'est pas uniquement des détails pratiques, comme vous l'avez dit. Elle dit aussi finalement le sens de ce qu'on veut vivre et dans la durée. Je pense que la durée est difficile aussi, notamment par rapport à tous les enjeux de vie quotidienne, comme on l'a vu dans le sujet aussi. À la ferme de La Chaux, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement et qu'est-ce que vous donnez aux autres? Alors ça m'a apporté à mieux me connaître moi-même, d'être vraiment confronté à regard de l'autre, d'être confronté à moi-même, à mes limites. Voilà, au début peut-être on peut rester un peu dans une espèce d'illusion quelque temps et donner le meilleur de nous-mêmes, mais vite au bout d'un moment, avec le temps, on est nous-mêmes, l'autre est lui-même. Et du coup, il faut apprendre à gérer les émotions de l'autre, ses émotions. Et vous accueillez l'étranger? Et on accueille, bien sûr, voilà. Ça, c'est vraiment important, je pense, de toujours garder une place pour un côté solidaire, d'accueillir celui qui est dans le besoin. Nous, on est vraiment orientés, on l'appelle pas ça comme ça, mais en tout cas, on accueille tout le monde. Du coup, il y a vraiment des gens qui peuvent être dans le besoin, qui peuvent venir. On est vraiment ouvert et puis on essaye vraiment de pas que s'ouvrir matériellement, mais aussi s'ouvrir dans le cœur, on va dire. Alors, on présente ça comme un projet solidaire, mais c'est aussi une communauté chrétienne. Ou vous refusez ce terme-là? Oui, on a appelé ça éco-village chrétien. Et qu'est-ce que ça vous a apporté sur votre foi? Alors sur ma foi, du coup, il y a beaucoup de passages. Du coup, chacun partage sa foi, comment son cheminement, où il en est, ses doutes. Et ça, c'est vraiment une vraie richesse. Toutes les semaines, on partage un temps autour de la spiritualité et qui est fait à tour de rôle. Donc c'est tournant. Et du coup, il y a vraiment une vraie richesse
dans ce partage-là, de s'entraide, voilà. Donc là, on parle de tous les bons côtés de la cohabitation, mais il y a quand même des moments dans notre vie où on est dans une sorte de colocation forcée. Oui, c'est-à-dire qu'ici, on accepte de se laisser changer et interpeller par l'autre, et aussi par la vie de prière qui est volontairement choisie, mais c'est vrai qu'on peut avoir des communautés plutôt de destin plutôt que de choix. Si on est dans une maison de retraite ou dans une prison ou dans un internat pour les jeunes, comment faire quand il n'y a pas du tout ni d'affinité ni de projet autre que le fait d'attendre que le temps passe pour qu'on arrive à sortir ou à trouver une issue. Et je pense que là, la vie communautaire peut devenir un enfer. Alors comment faire dans ces conditions finalement ? Simplement que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour permettre à l'autre aussi. Comme vous avez dit, j'ai bien aimé cette expression, donner le meilleur de soi-même. Finalement, mais ça demande vraiment de l'individu qu'il arrive à accepter d'être vraiment mis en question par l'autre, par la présence de l'autre. Je pense que l'enjeu de tout ça, c'est quand même l'autre différent. Est-ce que je peux l'accepter dans sa différence ? Alexandre, il y a une tradition dans cette émission. Elisabeth va vous lire 3 versets issus de la Bible. Vous allez écouter très sagement et ensuite vous allez nous dire lequel vous choisissez et surtout comment vous le commentez. Alors Elisabeth, le premier. Alors dans le livre de Ruth au chapitre 2, le verset 10, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère ?» Le second. Le second, issu du livre des Actes des Apôtres, la première communauté chrétienne, qui est donc Acte 2, verset 44, « Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. » Et enfin, le troisième. Le troisième, du chapitre 4 des Éphésiens, « Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Alors, je pense le deuxième, parce que c'est vraiment une belle utopie. Pour moi, c'est vraiment, en tant que croyant, c'est vraiment l'utopie du royaume de Dieu, hein, le partage, la communion, et c'est vraiment une aspiration qui est propre à l'homme, dans tout homme, dans les utopies socialisme, enfin dans tout au cours de l'histoire, il y a vraiment eu toujours cette recherche avec cette difficulté aussi de notre nature humaine et de nos imperfections et de nos limites. Mais c'est quand même toujours quelque chose de beau qui nous fait rêver, quoi. Elisabeth, vous auriez choisi ce verset ? Oui, je pense que je l'aurais choisi aussi, oui. Pour la même raison, parce que précisément, ça nous oriente vers quelque chose qui nous est très difficile naturellement et qui peut être néanmoins une grande espérance. Alors, je vous propose un certain nombre d'ouvrages, si vous voulez prolonger cette réflexion. D'abord, la communauté, lieu du pardon et de la fête, Elisabeth. Alors, de Jean Vanier, qui est catholique et qui a ouvert une communauté qui accueille des personnes handicapées. Et c'est un peu le livre de base sur ce que signifie communauté dans ce cas-là. Alors, vivre ensemble autrement, ça c'est pour vous, c'est les éco-villages, les habitats groupés, les éco-quartiers. C'est quand même dans la collection Les Nouvelles Utopies, aux éditions Ulmer. De la vie communautaire, le livre des prières de la Bible, ça c'est un récit quasiment historique. Oui, Dietrich Bonhoeffer a été un pasteur qui a résisté au temps du national-socialisme et qui est mort aussi martyr. Et il avait, pour les pasteurs de son époque, lancé une vie communautaire très engagée, vraiment appuyée sur la Bible et la spiritualité. Et donc, c'est un basique aussi de cette vie en communauté. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Et puis Paulette. C'est le 4e roman de Barbara Constantine. C'est aux éditions Calman Lévy. Et c'est l'histoire d'un homme qui découvre que près de chez lui, il y a une femme qui a besoin de son aide. Et puis, il retape sa maison. Et puis, ça devient la ferme des voisins. Et puis, ça devient l'auberge espagnole, en quelque sorte. Vous nous avez apporté ce livre de Shane Claiborne qui, je sais pas, on peut le présenter comme étant l'abbé Pierre de Philadelphie. Oh, peut-être pas quand même, mais Vivre comme un simple radical, oui, en fait c'est un mouvement qui s'appelle les communautés néo-monastiques, qui est aux États-Unis, qui est un peu un rapprochement des communautés de base et des communautés nouvelles, on va dire, en France. Et c'est vrai que c'est un des seuls livres, il y a tout un mouvement aux États-Unis qui s'appelle les Catholic Workers. Oui, c'est ça. Il raconte toutes ces expériences. Et il raconte un peu toutes ces expériences. Et en fait, ils construisent des communautés de vie dans ils appellent ça des lieux désertés par l'Empire. D'accord. Donc c'est un peu les zones sinistrées. Et du coup, ils viennent rayonner là et d'apporter vraiment un rayonnement en tant que
simple chrétien, on va dire, voilà, en vie collective. Alors, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Il se trouve que des chercheurs à Harvard ont dit que le futur, en tout cas la tendance du futur, ce serait le covoiturage, la colocation. Votre rêve de co à vous, bon, vous le vivez, mais est-ce que vous en avez un autre? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, je pense que c'est vraiment... ça a tout le temps été, en fait, et c'est juste dans notre société qui devient vraiment individualiste, où le besoin se fait encore ressentir beaucoup plus que dans des sociétés du 19e ou avant, où tout était déjà très collectif. Et là, vraiment, il y a le besoin. Alors, mais je ne vois pas quel autre co je pourrais faire. Elisabeth? Je pense que c'est très vrai que l'être humain est relationnel et qu'il a donc besoin de co, mais je ne voudrais pas personnellement que ce soit que j'instrumentalise pour mes besoins, ben voilà, la voiture ou ceci ou cela, mais que ce soit une vraie collaboration ou communauté. Un vrai partage? Un vrai, oui, voilà, un vrai engagement. Plutôt spirituel que la vie de tous les jours. Voilà, si la vie de tous les jours n'est pas si évidente, mais un partage vraiment authentique, oui. Elisabeth, merci beaucoup. Alexandre Sokolovitch, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, elle est en ligne sur le site de France 2 à la rubrique Les chemins de la foi. Elle est aussi sur Plus. Vous pouvez également nous écrire, soit au Jour du Seigneur, soit à Présence protestante. Je vous laisse noter les adresses qui s'affichent en ce moment sur l'écran. Le prochain rendez-vous de Kairos, ce sera le dimanche 3 mars et nous parlerons du sens de la peine et des alternatives à la prison. À bientôt donc et bon dimanche à tous.